J'ai une petite épigraphe qui est aussi sibylline que mon titre. Et puis j'ai un petit prologue que vous allez peut-être reconnaître. C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d'un poisson plus âgé qui leur fait un signe de la tête et leur dit « Alors l'eau est bonne ?» Bon, les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l'un se tourne vers l'autre et fait « Tu sais ce que c'est, toi, l'eau ?» Cette parabole des deux poissons dans l'eau, elle est tirée d'une conférence fameuse de David Foster Wallace, un écrivain culte américain qui est quasi inconnu en France. Et elle me permet d'évoquer l'élément du contemporain dans lequel nous évoluons et dont nous oublions facilement qu'il a une texture propre et que cette texture contribue à nous définir. Alors, le contemporain, c'est bon ? Certes, il est difficile de répondre à cette question, et devant qui la pose, on préfère se taire et poursuivre son chemin, en évitant au passage la Syrie, la Somalie, la Crimée et quelques autres endroits du globe, et demander tout au plus à son voisin, qui s'appelle Barbara, Lionel ou Bertrand, « Tu sais ce que c'est, toi, le contemporain ?» Jean-Philippe Toussaint, lui, use d'une autre parabole dans « Écrire, c'est fuir ». Ah, t'as attrapé mon virus, toi. Un entretien en postface de fuir. J'aime le contemporain. Les plaintes permanentes qu'on entend au sujet de l'époque me font sourire. Cela me fait penser à cette réplique d'Estragon dans En attendant Godot. Voilà l'homme tout entier s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. Une citation. La question dans laquelle s'inscrit cette communication est donc très générale. Que vaut la littérature du contemporain, en particulier dans son traitement de l'histoire qui est mon objet de recherche? Ceux qui pensent qu'elle ne vaut rien feraient bien de s'en prendre d'abord à eux-mêmes. Mais répondre à cette question est compliqué, alors je ne ferai que l'effleurer en commençant par quelques courtes remarques sur la périodisation du contemporain et en m'arrêtant ensuite sur l'hypothèse d'une historicisation sans H, je vais m'en expliquer, du roman. Donc un premier temps, Achille, la tortue et l'accélération du temps. La difficulté qu'il y a à définir le contemporain relève d'abord en l'accentuant de la difficulté que pose toute périodisation de la littérature, une difficulté que j'ai comparée pour ma part au paradoxe de Zénon, de la course d'Achille et la tortue, dont je vous voyais deux représentations. Alors, je ne sais pas laquelle est la plus claire, mais peut-être celle-ci. Vous connaissez ce paradoxe, Achille peut bien courir plus vite que n'avance la tortue, il ne peut la rattraper car lorsqu'il atteint le point où celle-ci se trouvait un instant auparavant, elle s'est déjà déplacée. C'est un paradoxe mathématique et indépendamment de sa résolution mathématique, il faut attendre quand même Descartes en 1646 pour avoir la résolution mathématique de ce problème que se posaient les Grecs. Ce paradoxe montre, voyez Bergson, que diviser le mouvement dans le temps et l'espace ne rend pas compte du mouvement lui-même. Étendre la divisibilité de l'espace et du temps à l'acte même de se mouvoir a pour effet de rendre l'acte impossible contre toute évidence. Or, tout comme l'acte qui consiste à diviser le mouvement d'Achille, l'opération de périodisation littéraire est une pétition de principe qui instaure dans le mouvement multiple et continu des œuvres une segmentation arbitraire dans le temps et dans l'espace. Elle n'a donc rien qui traduise vraiment spontanément les phénomènes de durée, de mémoire et de circulation des œuvres, la vitesse et la ductilité permanente de la création, mais elle permet, si on l'utilise intelligemment, c'est-à-dire en multipliant, comparant, renversant ou tuilant les périodes, de fabriquer des hypothèses de représentation de ces phénomènes, tout en étant conscient que l'histoire littéraire en dit autant sur le contemporain que sur le passé de la littérature, et qu'inversement, la pensée du contemporain ne se sépare pas de cette histoire. Comment alors penser le contemporain en littérature, sans répéter les propos de Barbara, Lionel ou Bertrand? Donc pour une part, la contemporanéité, ça c'est ce que tu as dit hier, c'est-à-dire pour une part, la contemporanéité appartient à une temporalité externe, disons, par les dates de socialisation du texte dans le champ littéraire, mais pour une autre, elle relève d'une temporalité interne d'un ordre différent qui tient au rapport que chaque texte entretient avec la mémoire de la littérature et où l'on peut être contemporain d'un écrivain antique bien plus que de celui qui publie chez le même éditeur au même moment. Je pense par exemple à Pascal Quignard, contemporain d'Albusius plus que de Philippe Dian. Dans la littérature du contemporain, on ne trouve donc pas forcément les signes de l'actualité. Alors, j'avais prévu de citer la phrase d'Agamben, mais tu l'as déjà fait, donc je passe. On ne trouve pas toujours non plus les signes du futur, malheureusement. Il y a quelques grands écrivains qui arrivent, mais ils sont assez peu nombreux. J'étais intervenu sur Bolagno à Québec sur cette question. Car le temps de la littérature, comme disait encore Valérie d'Achille, est immobile à grands pas,
et il faut savoir saisir cet éloignement de ce qui est trop voisin, cet invisible du trop visible, comme disait Foucault dans un magnifique passage de l'entretien avec Claude Bonnefoy intitulé « Le beau danger ». Aussi me semble-t-il utile pour comprendre cette ductilité paradoxale du contemporain de rappeler une distinction ancienne propre à la pensée allemande des années 20 entre identité de temps ou d'époque et identité d'âge, entre Gleichzeitigkeit et Gleichaltrigkeit, excusez-moi pour l'accent, entre la simultanéité et la contemporanéité proprement dite. Ce que Descombes, si on préfère, appelle quant à lui l'épocal et le modal. Mais épocal me gêne un petit peu parce que ça rappelle l'époquet, la mise en suspens du temps, et je trouve que c'est un peu ambigu. Le contemporain proprement dit, donc, définit un certain rapport de distance et de complicité avec le passé et avec le possible, un exercice de liberté dans la contrainte de l'époque. Et plutôt que de recourir à un cadre téléologique qui ferait du contemporain l'aboutissement d'un processus de long terme, voire l'accomplissement ou la trahison des promesses du passé, mieux vaut le considérer d'abord comme cet état très singulier d'une période indécise, ouverte, d'une période que ne borne pas un après, une période qui n'a pas de suite. Alors que même que plusieurs seuils historiques ont pu sembler être franchis, enfin là je ne vais pas discuter de ce qui permettrait de définir par exemple le seuil du nouveau siècle. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'a pas de suite, pas de futur établi, contrairement à toutes les autres époques toujours définies rétroactivement, que le contemporain peut être dit par nature extrême et qu'il est si difficile de le définir ou de lui donner un nom. Là, je ne vais pas revenir sur tous les noms qu'on peut lui donner. Donc mieux vaut, parce qu'il est tard déjà, mieux vaut donc se retourner du côté de ce que le contemporain concerne le plus directement, l'actualité du temps présent, quand bien même, comme le faisait remarquer Derrida, et j'ajoute ça à ce que tu as dit hier sur ceux qui disent notre temps en pensant alors notre présent à la lumière d'une présence future antérieure ne savent pas très bien par définition ce qu'ils disent. C'est à la fois une phrase très, très profonde et en même temps un peu drôle, on a l'impression d'une blague dans cette phrase, je trouve. Donc, actualité du temps présent, voire toute puissance du présent, par constante présentification du passé, comme Bertrand l'a rappelé hier, évoquant François Hartog et son régime d'historicité présentiste, c'est-à-dire une forme de mise à plat du temps historique au profit d'une certaine saturation du temps actuel. Et on peut aussi évoquer, c'est ce que j'ai préféré choisir en titre, car d'une certaine façon, ça évite les dérives dévalorisantes associées au présentisme dans une partie de la vulgate actuelle sur le présentisme. On peut aussi évoquer l'hypothèse d'une compression du présent. Alors là, je vous fais grâce de ma prononciation de que propose dans la ligne de la théorie critique Hermann Lübbe, en rejoignant par ce biais l'analyse du phénomène majeur aujourd'hui de l'accélération historique, culturelle, technologique, scientifique, informationnelle et sociale, ce régime-temps dont le sociologue allemand Hartmut Rosa juge qu'il est l'une des grandes forces invisibles et indiscutées d'exercice du pouvoir politique, économique et social dans les temps contemporains. Alors c'est dans cette perspective de la compression du présent que je voudrais évoquer simplement un exemple, l'exemple de ce que j'ai récemment proposé dans un article de la revue Écrire l'histoire, d'appeler le roman historique sans H. Je vais m'en expliquer. Ce que j'entends par là, c'est une... J'aime bien ce tableau de... Ce que j'entends par là, c'est une dynamique du roman contemporain, français et européen, alors il faudrait s'arrêter sur des exemples plus nombreux que celui que je vais évoquer, qui consiste à délaisser le modèle de la fiction de l'histoire au profit de celui de la fiction de l'histoire, sans H, je vais m'en expliquer. J'entends par là l'affaiblissement de ce que Carlo Ginzburg a appelé le paradigme indiciaire et du modèle dominant depuis les années 80 jusqu'aujourd'hui de ce que j'appellerais pour ma part le roman de l'historien, au sens où le narrateur y imite une figure fantasmatique de l'historien en une fiction d'enquête indiciaire attachée à la remontée des traces et à l'archéologie du présent. Donc, abandon relatif, c'est pas du tout abandonné dans la publication, mais c'est privilège un peu moins grand, au profit d'une pratique nouvelle, contemporaine et concurrente de la première, d'une fiction du témoin oculaire, que j'appelle, donc par un apparent barbarisme, dont je vais m'expliquer dans un instant, roman historique sans H, c'est-à-dire l'incarnation imaginaire du témoin historique,
la fiction d'énonciation biographique ou autobiographique qui actualise radicalement le temps historique, tout en affichant avec son objet une distance plus ou moins ironique par l'ostentation du dispositif narratif. Donc, sans entrer dans le détail de ce processus, je m'explique enfin sur l'omission du H. Cette omission, elle a d'abord une fonction sémantique précise. Elle vise à réactiver la différence originelle entre l'histor, en grec archaïque, que l'on trouve par exemple chez Homère dans l'épopée proto-historique, au sens de témoin oculaire, celui qui a vu et qui prend les dieux à témoin en les invitant à voir, comme le définit Benveniste dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, et l'histor, en grec attique, au sens de l'historien selon Hérodote, qui permet de définir par la suite l'historia comme une enquête de type judiciaire. Alors ce ne sont pas à l'origine deux mots différents, mais deux usages différents du même mot qui recouvrent morphologiquement une différence d'accent, ou plus précisément une différence d'esprit à l'initiale. Dans un premier cas, on a un esprit doux, et dans un deuxième cas, on a un esprit rude. D'où mon épigraphe de Derrida, qui en fait ne portait pas du tout sur ça, mais que je reprends à mon compte. Tout se joue à moins d'une lettre, à la différence d'un esprit. J'étais content quand j'ai trouvé cette citation, parce que j'aurais pu aussi citer Kafka, mentionnant dans son journal sa façon de ne vivre qu'à l'intérieur d'un petit mot dans l'inflexion duquel il perd sa tête inutile. Hartog, dans Le Miroir d'Hérodote, utilise une seule translittération, histor avec un H, pour les deux usages, comme c'est devenu l'habitude, quand Benveniste rappelle qu'histor se rapporte d'abord à idein, voir, dans des passages où l'esprit rude, de fait, n'est pas systématique et où donc la translittération latine n'a pas besoin du H. Benveniste évoque en particulier le passage de l'histor témoin à l'histor juge, donc l'histor à l'histor juge, par l'intermédiaire d'une hésitation de sens dans l'Iliade, où l'occurrence d'histor s'apparente au juge-arbitre et prépare l'arbitraire latin, le témoin-arbitre, le témoin en tiers pouvant juger et non plus le témoin martyr. Selon Hartog, qui commente ce même passage, il s'agit plus encore d'un garant que d'un arbitre. Alors c'est ce passage-là, ce glissement de sens et de rôle, d'un histor à l'autre, dont le roman contemporain est, à mon avis, en train d'essayer de remonter le cours, par une sorte de tendance panoptique et transvocalique qui, je crois, va traverser les sessions de ce colloque, cette tendance panoptique du contemporain. On passe du roman d'une subjectivité attachée à rejoindre par l'enquête le cours de l'histoire à partir de son présent, à partir des traces laissées par le passé, c'est ce que j'appelle le roman de l'historien, à la fiction pleine d'un témoin oculaire ou d'un martyr au sens étymologique que j'appellerais le roman historique sans H. Il s'agit donc désormais de faire de la position, alors ce qui m'intéresse, c'est ce que ça signifie pour le contemporain, il s'agit désormais de faire de la position de celui qui n'a pas été témoin, on pourrait même le lexicaliser comme ça, non plus une faiblesse, un doute et une hantise, mais au contraire l'occasion d'un coup de force, plus ou moins prudent ou audacieux, plus ou moins sérieux ou amusé, le coup de force d'une autorité auto-instituée. Autopsie et acoustique, qui ont toujours été liées dans l'opération historique selon Hérodote, en tant que vision et compte-rendu, ne seraient plus alors le fruit fragile, voire inaccessible de l'enquête. Elles sont simplement produites par la fiction du témoignage et par l'actualisation imaginaire du passé, par la qualité d'une parole quasi prophétique proche de retrouver la dimension oraculaire de l'histoire dans l'épopée. C'est une renaissance au second degré, en somme, du roman historique, une façon de prendre acte, dans sa lettre et dans son esprit, du fait que l'auteur n'est pas forcément celui qui a été placé sous le couperet de la grande hache de l'histoire, selon le fameux jeu de mots de Pérec, d'où l'intérêt de faire tomber le H au regard de ce jeu de mots. Alors, j'avais pas prévu de parler de Enzensberger, mais je vais me contenter, parce que j'aurai pas le temps, j'ai vérifié que je n'aurai pas le temps, d'un exemple paradigmatique en France de cette réactivation de l'histoire archaïque, qui est le Jan Karski de Yannick Enel. Alors, on connaît bien ce texte, et je m'y arrête simplement pour m'expliquer plus clairement sur cette idée. L'essentiel de la forte polémique, vous connaissez cette forte polémique qui a accompagné la publication de Jan Karski, reposait sur le geste spectaculaire d'une usurpation d'identité, pas n'importe laquelle, celle d'un juste, et plus précisément sur le geste ventriloque de l'usurpation d'une voix. Enel y opère une sorte de captation du témoignage, propre à susciter les réactions choquées du type de celle d'Annette Vievorka, qui
qui s'insurgeait contre l'inexactitude de la fiction et contre l'usage impéricieux du témoin. Elle citait d'ailleurs à ce propos très fortement la phrase de Sartre « On entre dans un mort comme dans un moulin », et la réaction ulcérée de Lanzmann, qui lui-même en était venu, semble-t-il, à s'approprier la parole de Karski. On a pu néanmoins être surpris de la violence de cette réaction, car, comme je le rappelle, je pense que vous connaissez le roman, la composition du roman en 3 parties semblait susceptible de l'éviter. Je vais pas revenir sur le détail, mais en effet, seule la 3e partie bascule explicitement dans la fiction, par glissement d'une position de témoin, c'est le commentaire des paroles et du spectacle qu'offre le témoignage de Karski dans Shoah, le film de Lanzmann, à celle d'une incarnation du témoignage, après un temps d'identification du narrateur à son modèle, en 2e partie par le résumé de l'histoire de l'État secret que Karski avait publié aux États-Unis en novembre 1944. C'est dans la 3e partie seulement que le narrateur prend l'identité et la voix de Karski à une date qui aurait précédé de peu sa mort et qu'il livre un monologue qui prétend dire cette vérité que le Karski réel, si l'on en croit le roman, n'aurait pu dire ou su dire, une vérité que même Shoah aurait préféré laisser de côté, selon Yannick Haenel. Alors, on pourrait faire l'analyse de ce glissement d'un écran à l'autre, exactement dans le cadre de ce que tu disais hier, parce qu'en réalité, la première partie, c'est la contemplation du spectacle sur l'écran, et la 3e partie, c'est son propre regard qui devient l'écran où se joue le spectacle de Karski, me semble-t-il. Alors, bon, je ne vais pas avoir le temps d'aller sur le détail. Haenel en fait un personnage caractéristique de la solitude de l'exil, du sourire du cavalier polonais. Il en fait un Karski très contemporain qui cite Heidegger et Kafka, enfin un Karski Haenel tout à fait typique de cette transformation. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que si les réactions ont été si brutales, c'est surtout parce que Haenel recourt à une forme exhibée, voire exhibitionniste, d'usurpation d'identité à l'égard du témoin oculaire, passant de l'eyewitness au eyewitness, à la première personne, en venant coïncider progressivement en fiction avec le nom propre de Karski, qui lui-même au demeurant est un pseudonyme de résistant. Il s'approprie l'autorité d'une certaine vision du témoin, en passant du génitif objectif, la vision qu'il a du témoin, le spectacle offert par le témoignage de Karski dans Shoah, première partie, au génitif subjectif, la vision qu'a le témoin, le vrai spectacle, entre guillemets, vu par Karski à Varsovie et auprès de Roosevelt en 3e partie, et ce, par l'intermédiaire d'un recouvrement paraphrastique de l'autobiographie de Karski en 2e partie. Et il dit ainsi au lecteur « Voyez ce que j'ai vu, et ce que certains n'ont pas voulu voir, Roosevelt prétendument », comme s'il revenait enfin à ce Karski fictif de recouvrer le véritable témoignage jusqu'alors impossible. Même la polémique concernant l'usage erroné ou non que le roman fait en épigraphe d'une citation de Paul Celan, qui témoigne pour le témoin au lieu du fameux vers « Niemand zeugt für den Zeugen », dit en réalité ce mouvement d'historicisation. À dire vrai, il y a eu toute une polémique là-dessus, mais personne n'a vraiment noté que, à dire vrai, il est littéralement impossible de traduire en français l'ambivalence fondamentale du vers de Celan, qui signifie à la fois « personne ne témoigne pour le témoin », par usage pronominal de niemand, et ces personnes qui témoignent pour le témoin, par usage nominal de niemand, comme dans le fameux poème Psalm de Celan, c'est-à-dire par un retournement en positif, par substantivation nominale, personne, du simple pronominal négatif, ce que permet tout à fait la présence logique d'une majuscule en début de phrase dans les vers de Paul Celan, dans le Niemand zeugt für den Zeugen. À défaut donc d'écrire « personne ne témoigne pour le témoin » avec un nœud barré ou un nœud entre parenthèses, ce que ne fait pas la traduction française au demeurant de Jean-Pierre Lefebvre, la traduction par une interrogative est défendable pour respecter cette irréductible ambiguïté. Donc je rétablis un petit peu la polémique. Mais ce qui importe surtout ici, c'est que Haenel fait de sa propre fiction du témoin la réponse à la question. En affichant au début qui témoigne pour le témoin, il répond « personne », c'est-à-dire moi, ou pourquoi pas moi. Et d'ailleurs, le Karski fictif de la 3e partie répond à Roosevelt qui lui demande son nom, « nobody ». Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de dire Jan Karski, j'ai dit « nobody », qui est le signe de cette ruse. Donc dans cette ruse de la raison romanesque de Haenel, qui puise aux sources les plus classiques, c'est-à-dire « mon nom est personne », c'est évidemment la ruse la plus antique, on peut reconnaître
le coup de force d'une autorité d'emprunt auto-instituée, toujours garantie en son fond par l'historiographie, puisqu'il est impossible sur un tel sujet d'y contrevenir, mais qui, par la magie d'une scénographie spectaculaire, retourne l'indécision du sens en puissance presque brutale d'actualisation du passé et d'engagement polémique. Troisième temps, j'ai encore 10 minutes ? Oh ouais. Troisième temps, conscription et énergie nouvelle. Alors faut-il voir dans cette évolution présentiste d'un genre particulier une ultime pirouette de la métafiction historiographique postmoderne, pour rappeler Linda Hutcheon, sinon même une régression caractérisée au regard du paradigme du roman de l'historien. Dans le choix que j'ai fait de l'expression roman historique sans H, on peut entendre la conscience de ce risque, la possibilité que le coup de force d'une autorité d'emprunt ne soit qu'un feu de paille lié à la réactivation anachronique et ironique du roman historique. À vrai dire, il y a pas mal d'exemples dans la littérature française de la réactivation du roman historique avec un H 19e. Et Gallimard là-dedans, enfin bon. Okay. Alors, à la lettre près, c'est peu et beaucoup à la fois. Pensons à HHHH, à quel point la lettre H est importante dans HHH. À la lettre près, le roman historique sans H affiche sa parenté avec la narration spectacle de son ancêtre, au risque d'une même tentation illusionniste par actualisation des événements. Qui plus est, il tente à réhabiliter un modèle théorique qui a servi au roman historique du XIXe siècle, c'est-à-dire celui de Thucydide, faisant de la vue le critère de la vérité et promouvant contre l'enquête l'idée d'inscription et de composition attachée à l'usage du verbe suggraphein. Mais si l'on remarque que... Alors, en fait, je ne suis pas du tout helléniste. Mais c'est ma femme est professeure de lettres classiques, et donc, en fait, comme toujours, il y a une femme derrière. C'est elle qui m'a tout soufflé, en réalité. Bon, ça, il ne faudrait pas l'enregistrer, parce que... Si l'on remarque que suggraphein signifie non seulement littéralement « écrire avec », au sens d'inscrire ou composer, mais aussi en un sens plus fort, conscrire, comme on parle de conscrire les faits, ou encore de conscrire les recrues dans l'armée. On entendra mieux ce qui écarte ce modèle du sillage postmoderne comme de la tentation d'une régression au roman spectacle, car il s'agit non plus seulement de composer avec les témoignages, au risque de mettre en suspens leur signification, mais bien plutôt de les engager par écrit dans l'espace polémique d'une mésentente démocratique, de les réquisitionner en somme, y compris si nécessaire par l'exercice d'une certaine violence. Car on entend bien dans ce qu'on pourrait appeler la conscription fictionnelle des témoins, ce que la violence de la réquisition peut avoir de perturbant, voire de choquant, d'où la logique de la polémique avec les historiens, qui me semble tout à fait légitime. Car si l'on s'était habitué à l'effet de génération qui accordait aux descendants des disparus le droit, sur le modèle indiciaire, de repartir en quête des traces du passé, on est moins préparé à cet autre effet générationnel d'écrivains rompus au partage d'autorité, rétifs à la fixité des positions de champ et habitués peut-être à l'intrusion spontanée dans le discours réticulaire de l'espace social, une intrusion qui est boostée, qui est disproportionnée par le numérique, comme aurait pu dire encore de façon prémonitoire Kafka. Kafka a une très belle phrase qui dit « Pour notre consolation, la disproportion du monde semble n'être que d'ordre numérique ». Je ne sais pas s'il pensait déjà au digital et au numérique, mais c'est une très belle phrase aussi. Le roman historique, c'est celui d'un temps actuel qui tient compte autrement de l'héritage de la génération de la post-mémoire, comme l'appelle Marianne Hirsch, ou de la génération 1.5, comme la nomme Suzanne Suleiman en prenant appui sur Pérec et Federman. C'est le temps, à mon avis, d'une seconde génération post-W, une génération qui n'est plus frappée tant par l'absence de souvenirs que par la souveraineté vivifiante de la décision d'écriture, non pas tant par la lettre absente que par la lettre imaginaire dont Pérec a fait un programme structurel d'écriture. C'est peut-être une génération plus proche de Federman même encore que de Pérec, mais je ne suis pas sûr que toute cette génération connaisse vraiment Federman. Et cela n'empêche pas, en tout cas, le modèle historiographique de produire toujours des textes remarquables dans le sillage des fictions indiciaires. Il y en a énormément dans la littérature européenne et des très grands textes d'Agatha Tuchinska, David Albahari, Alexander Raymond, Javier Cercas, etc. Mais on voit apparaître à ses côtés, à la différence d'un esprit, le modèle historiographique, encore épars et mineur, d'une fiction qui engage son énonciation sous forme d'un témoignage anachronique et autoptique, adressé comme un possible de l'histoire à ses contemporains.
Conclusion. Quelle valeur littéraire le roman historique fabrique-t-il en définitive pour les temps contemporains? Est-ce que c'est celle toute négative d'un énième tour de passe-passe et d'une illusion de puissance, d'un abus de pouvoir et d'une anachronie délétère, ou simplement celle qui s'attache à tout exercice plein du contemporain en tant qu'il est tourné vers le possible autant que vers le passé? Dans une conférence intitulée « Le langage en folie » et prononcée il y a déjà 50 ans, Foucault, notre contemporain, a signé au seul signe la conscience des possibles. Et notre possible, à nous autres, c'est une phrase qui résonne maintenant avec certaines désespérances de l'action historique ou nationale ou internationale assez fortement. Et notre possible, à nous autres hommes d'aujourd'hui, notre possible, nous ne le confions plus aux choses, aux hommes, à l'histoire, aux institutions, nous le confions aux signes. Eh bien, peut-être s'agit-il aujourd'hui d'exercer pleinement, énergiquement, cette confiance provisionnelle, en rattachant l'historicisation du roman aux divers processus hyper-volontaristes à l'œuvre dans l'esthétique du contemporain, en France et ailleurs. Je pense par exemple à cette espèce de globalisation volontaire de la création par laquelle un écrivain français, par exemple, peut choisir d'écrire préférentiellement l'histoire alternationale, les phénomènes de détemporalisation, conçus comme exercice heuristique de l'anachronie, de l'uchronie, ou de la superposition des temps, ou de la résistance par l'usage d'une mémoire multidirectionnelle à l'accélération du temps historique. Je pense aussi au phénomène d'empowerment biodocumentaire qui, dans le sillage des fictions biographiques d'un côté et des enquêtes sociologiques de l'autre, comme Rosan Vallon, comme Ernaud chez Rosan Vallon, réinvente le récit de vie. Je pense aussi à la potentialité insurrectionnelle, enfin, du travail sur la ventriloquie ironique des discours d'autorité, comme chez Elfriede Jelinek, ou sur l'irréductibilité des voix dissidentes ou subalternes. Et là, il y a d'innombrables exemples, et je pourrais revenir simplement à David Foster Wallace, que j'avais cité dans un premier temps. Je ne sais, alors j'avais pensé parler aussi d'un roman d'Alban Lefranc, Si les bouches se ferment, qui vient de paraître, qui d'une certaine façon conjoigne un petit peu tous ces éléments, mais ça sera pour une autre fois. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ces phénomènes concourent vraiment à nous faire sortir du paradigme indiciaire, parce que j'ai été un peu ébranlé par la lecture anthropologique du roman d'enquête de Nicolas Hier, qui redonne toute sa vigueur à ce paradigme. Donc je ne sais pas si ces phénomènes suffisent ou concourent vraiment à nous faire sortir du paradigme indiciaire pour nous faire entrer dans un paradigme historique, et je ne prétends pas inventer un nouveau paradigme. Mais ce qui est certain, c'est que dans toutes ces expériences ambiguës, à la fois pseudo-naïves et hyper érudites, on peut reconnaître une forme de réplique contemporaine à la compression du présent, un élargissement du passé, une ouverture des possibles, et surtout une façon stimulante de relancer, une fois de plus, la question de la valeur de la littérature contemporaine. Je vous remercie.